qui maintiennent malheureusement le pays sous asphyxie. Car il faut le noter toujours, selon les rapports donnés par ces mêmes instituts occidentaux, le Niger fait partie aujourd'hui des pays les plus pauvres. Un paradoxe étonnant. Parlons à présent de l'homme ou des hommes qui ont tout au long de l'histoire du Niger conduit à sa bonne marche. Lors de la Genèse, les aurores des indépendances, le 3 août 1960, amené par un certain Amani Dioré, panafricaniste de la première heure de cette région de l'Afrique, le Niger accède donc à son indépendance. Des révolutions de palais à coups de canon vont substituer dans l'histoire jusqu'à un certain Mamadou Issoufou qui sera remplacé le 2 avril 2021 par l'homme qui fait aujourd'hui le débat de ce matin. Il s'appelle Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum, on aura le temps d'étudier l'homme. Car oui, ses prises de position assez tranchées contre le Mali lors de son investiture ou alors quelques jours après font polémique. Déjà au niveau de son propre pays, où la branche de l'opposition estime que c'est un vassal de la France. Mais récemment, ces dernières prises de parole font état d'un regain ou d'un sursaut de nationalisme. Alors on se pose la question ce matin, qui est-il, Mohamed Bazoum, et pour quel Niger? Monsieur, on ouvre le débat justement avec vous pour parler de cet homme qui fait polémique. Tant est-il vrai que le Niger, dans la géopolitique du Sahel, est aujourd'hui considéré comme l'une des clés. D'ailleurs, Mohamed Bazoum, après le retrait du Mali, est celui-là même qui a annulé, ou plutôt qui a annoncé la fin et la mort du G5 Sahel. Alors, prenons la balle au bond avec vous, docteur Bénicris. Dans son propre pays, suite à des sorties jugées polémiques concernant la position du Mali et son trop grand rapprochement avec la France, un parti de l'opposition, et je le cite, dit de Mohamed Bazoum que c'est un vassal de la France. Quelle est la lecture que vous faites, premièrement, justement, de cette sortie? Bon, vous savez que l'Afrique est en train de connaître une mutation significative en termes de révolution politique. Nous avons, n'est-ce pas, connu beaucoup de phases après les indépendances jusqu'à ces jours. Nous avions connu les hommes forts à l'occidental qu'on a qualifiés de dictateurs. Nous avons connu les oppositions démocratiques, si on peut les appeler comme ça, et qui ont fini par succéder à ces soi-disant dictateurs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de participer à l'émergence d'une nouvelle sorte d'élitisme sans visage qui est totalement acquis à la cause du colonialiste de l'Occident. Et comme si l'Afrique n'a pas connu d'histoire. Quelqu'un m'a interpellé tout à l'heure pour demander l'auteur de la chanson que vous avez mis tout à l'heure, c'est Verkus Kiamangana, qui a chanté en s'interrogeant pourquoi tous les saints sont des blancs, et retour à la source, à l'authenticité, etc. C'était une parenthèse. Donc quand on parle de Bazoum, il faut se rendre compte que Bazoum, pour comprendre Bazoum, il faut connaître d'où il vient, comment il est arrivé aujourd'hui à être président de la République et quel est son rapport même, non seulement au pouvoir politique au Niger, mais surtout avec l'ensemble de la sous-région. Voyez. Et quand vous parlez de Mohamed Bazoum, il est né en 1960, donc à la date moyenne des indépendances africaines. Le 1er janvier, pour être clair, ça renvoie à la date de la déclaration de l'indépendance au Cameroun. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est né pendant que les Africains célébraient leur libération d'un système qui n'avait que trop duré et qui avait brimé les libertés, qui avait fini par chosifier l'homme noir. Il est né en cette année. On aurait pensé qu'il pourrait être porteur d'une vision libératrice ou alors s'inscrire dans la continuité de cette œuvre que les Africains ont célébrée lors de sa naissance. Bon, malheureusement, l'histoire nous prouve aujourd'hui le contraire. Premièrement, Bazoum c'est un Nigérien, oui, il est né au Niger, mais il appartient à une ethnie ultra minoritaire au Niger. Il est un Oulad. Des Oulad Suleiman. Des Oulad Suleiman, qui sont majoritaires plutôt en Libye qu'au Niger. Donc, au nord du Tchad aussi. Au nord du Tchad, une partie, mais surtout majoritaire en Libye. C'est ça. Et donc, c'est un homme, c'est un arabe, hein, c'est un arabe. C'est un homme qui, de par son appartenance ethnique, logiquement ne pouvait pas gagner les élections au Niger parce que
les élections au Niger, c'est fait sur les clivages régionalistes, ethnicistes. Bon, donc, logiquement, il ne pouvait pas. Mais c'est quand même quelqu'un qui a marqué son temps, parce qu'en 1990, lors de des conférences souveraines, il s'est engagé en politique. C'est un enseignant à la base. C'est un enseignant à la base. De philosophie. Un syndicaliste. Il a été professeur de philosophie. Bien sûr. Après, il s'est engagé dans le syndicat. Et en 1990, lors des ouvertures politiques démocratiques, entre guillemets, impulsées par la France, il a créé un parti politique en 1993 avec son prédécesseur, le président Issoufou, qui était le président et lui, il était le vice-président. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Alors, restons un peu, si vous voulez, docteur Bénécré, sur son origine même ethnique, puisqu'on en parle. Les Ouled Suleiman ont un fort rapport avec la France. On se rappelle la débâcle, ou plutôt la conquête victorieuse du général Leclerc à Koufra. Oui. Les Ouled Suleiman font partie du contingent, du gros du contingent qui aide justement les Français à avoir cette victoire-là. Alors, est-ce que le fait que Mohamed, président Bazoum, soit issu de cette ethnie justifie son rapprochement présumé ou assumé avec la France aujourd'hui? Oui, déjà lui, il a des acquaintances avec la France à partir du moment où ils se sont rapprochés avec l'internationalisme socialiste, à partir de 1993. Donc, à partir de 1993, ils ont déjà été adobés par cette branche socialiste de la politique française. Et vous savez, la longue tradition du Parti socialiste dans l'affaire présidentielle en France. Maintenant, prenons cette date dont vous citez, où cette ethnie a pris part active, n'est-ce pas, à la victoire de la France. Il a été signé des accords secrets, certes, mais dont certains libellés sont déjà sur les réseaux sociaux, où il fallait créer un État qui appartienne à leur ethnie. C'est ainsi que ne trouvant pas un cadre géographique précis pour pouvoir leur rétrocéder un territoire, lorsque le djihadisme éclate, par exemple, au Mali, il a été décidé qu'il faut scinder le Mali et céder le nord, n'est-ce pas, l'Azawad. Et vous serez surpris de voir que parmi les dirigeants qui traitaient directement avec la France dans cette république fictive qu'on appelle l'Azawad, Bazoum était dedans. Sur l'organisation MNLA. Effectivement, il fait partie des dirigeants du MNLA qui revendiquaient la scission du Mali, donc la balkanisation du Mali et la rétrocession de cette partie-là à cette ethnie minoritaire encore au Mali, mais surtout majoritaire en Libye. Parce qu'en Libye, ils ne trouvaient pas la possibilité de pouvoir pleinement exercer leurs droits en tant que peuple. Il fallait donc se redéployer au sud où il y avait l'insécurité et il y a des vastes territoires qui ne sont pas directement sous le contrôle de l'administration publique. Donc c'est cet accord-là qui fait que Mohamed Bazoum soit aujourd'hui président de la République. C'est vrai qu'il a été adobé par Issoufou, mais Issoufou même arrivé au pouvoir dans quel contexte? Le prédécesseur d'Issoufou a été évincé du pouvoir lorsqu'il a demandé à la France de révisiter les accords sur les prix de l'uranium. Bien sûr. Au Niger. Il a fallu de peu pour qu'il perde même sa vie, mais il fallait qu'il parte vite. Et quand Issoufou est revenu, il n'est plus revenu sur la possibilité ou les réformes préalablement initiées par son prédécesseur pour revisiter. Comment est-ce que vous pouvez vendre à la France l'uranium? La France revend votre uranium à une partie de l'Europe, c'est fait du beurre. Pendant ce temps, les Nigériens vivent croupis dans une misère indescriptible. Je vous assure, j'ai fait un tour à Niamey, au moins 2 fois. Donc, je connais bien le Niger personnellement. C'est un pays vraiment qui croupit dans la misère et la pauvreté. Alors paradoxalement, c'est un pays qui regorge d'énormes gisements de matières premières, de matières stratégiques comme l'uranium et autres. Il n'y en a pas que... l'uranium, l'or ou le pétrole. Il y a l'or, il y a le pétrole, il y a beaucoup de choses. Et ce pays aujourd'hui est gangréné par une surmilitarisation à outrance. Vous savez que la plus grande base américaine en Afrique se trouve de ces côtés-là, au Niger. Pendant ce temps, il y a la recrudescence de la violence dans tous les territoires. Ce matin, les médias mensonges nous racontent le succès soi-disant
de l'armée nigérienne. Des forces spéciales qui auraient tué près de 60 terroristes. Qu'on n'a même pas vu les images. Comme on a assassiné Ben Laden, on l'a tué, on a fini avec lui, on n'a même pas vu ça depuis. Donc ce sont des histoires qu'on nous raconte simplement pour dire voici l'appui de la France au Niger. Donc l'histoire de Bazoum c'est un personnage ambigu. Voyez-vous, c'est un personnage ambigu parce que sur le plan démocratique en réalité, sur la redistribution même du plan électoraliste au Niger, il ne pouvait pas avoir une certaine majorité pour être président de la République s'il n'a pas été adoubé au préalable par Issoufou, qui lui-même a été un pion avancé par la France pour protéger les accords français sur le gisement de l'uranium au Mali, pardon, au Niger. Donc, il a été amené au pouvoir pour concrétiser un plan final. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est utilisé pour affaiblir le Mali. Parce qu'en réalité, ce sont les tenants de ce projet de balkanisation du Mali qui devait rétrocéder cette partie du nord si riche du Mali à cette ethnie arabe qui n'ont que du mépris pour la communauté ou l'essence même de la communauté. Et Mohamed Bazoum est cette figure-là qui est issue de cette ambiguïté. Aujourd'hui, l'histoire est en train de nous donner raison. Il est la seule personne qui avait dit récemment que les étrangers ne peuvent pas venir lutter contre nous. Justement, je rebondis dessus, docteur Bénicris. Avec vous, Passion Parfaite, est-ce qu'on peut être aussi péremptoire en disant que Mohamed Bazoum, le président du Niger, est anti-panafricaniste, est un agent à la solde de la France? Est-ce qu'on peut être aussi péremptoire quand on étudie quand même son parcours, pas seulement d'homme politique, mais de citoyen? On sait qu'il a été premières heures même de la formation syndicale dans ce pays-là. En juillet 2021, lors de l'annonce du retrait de Barkhane, il était justement pour ce retrait en disant que les Européens n'ont pas à venir faire la guerre au Sahel. Est-ce que justement le personnage, dans son essence même, n'est pas pour les intérêts de l'Afrique en général et du Niger en particulier? Bon, permettez-moi dans un premier temps de commencer d'abord par saluer le peuple nigérien. C'est un très grand peuple, mais qui a été appauvri. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, quand ils regardent passer les cordonniers qui sont pour la plupart des Nigériens, et dire faites attention, vous avez en face de vous le représentant d'un peuple extrêmement riche, extrêmement intelligent, extrêmement guerrier, extrêmement compétent, avec qui, de toute façon, l'Afrique ne pourra pas écrire ses lettres de noblesse sans. C'est un très grand peuple, le peuple du Niger, dont je salue le peuple nigérien. Je salue, Dieu mes amis, qui sont de côté du Niger, sont assez nombreux. Je salue les braves femmes nigériennes. Elles ont fait l'objet de beaucoup d'attaques parce que, soi-disant, elles avaient un pourcentage en termes de maternité qui était très élevé. Exactement. Le taux de fécondité au Niger fait partie des plus élevés en Afrique et au monde. Je dis merci, mes mamans nigériennes. Continuez de nous faire des enfants. Parce que ça va être ça, l'un des éléments déterminants du combat dans lequel... Et ce n'est pas le territoire qui manque, la place qui manque. Ils sont à 1 200 000 Vous voyez, le territoire, il est complètement vide. Il est inoccupé. Donc le taux d'occupation de cet espace est quasi nul. Voilà. Donc je dis faites-nous les enfants, maman, parce que c'est de là que viendra notre victoire, le moment venu. Bon, en dehors de ça, je salue aussi la mémoire. J'aime le dire parce qu'on parle de premier président nigérien, Amani Diori. On oublie le grand Dibo Bakari, président d'un parti qu'on appelait Sawaba, qui était dans le Rassemblement démocratique africain et qui était pro-Nkrumah à l'époque. Et on se rappelle bien qu'il y a eu il a été l'un des rares à avoir dit à Fouette non. Ta dérive droitière où tu nous amènes là maintenant chez les Français, on ne peut pas l'accepter. L'un des rares à avoir dit non à Fouette et à s'être allié de facto à Ruben Mouniobé qui était exclu par Houphouët Boigny et ses amis avec l'UPC. Donc vraiment, je pense que les gens qui font de la science politique ont beaucoup à travailler, n'est-ce pas, sur cette époque-là, et sur ces personnages souvent qui ne sont pas au devant de la scène parce qu'ils ne sont pas arrivés au pouvoir, mais dont l'action a été déterminante, n'est-ce pas, au niveau de la prise de conscience des Africains que nous sommes. Alors, quand je l'ai dit, je pense que Bénécris a dit presque l'essentiel sur le plan anthropologique qui est Bazoum, d'où il vient, etc., etc. Mais moi, ce que je retiens de président Mohamed Bazoum, c'est cette détermination de quelqu'un qui part avec tous les pronostics qui sont contre lui.
tous les pronostics sont contre lui. La nature ne l'a pas gâté. Il est, le 9e d'une fratrie de 9. Il est le cadet de 9 enfants déjà. Il est d'une tribu minoritaire. Voilà, d'une tribu minoritaire, dernier d'une fratrie de 9 enfants, comme vous le dites, mais surtout qui, de par sa formation, c'était un professeur de philosophie, comme vous l'avez dit, et qui est, bon, il n'est pas au premier heure du mouvement syndical. Le mouvement syndical nigérien est bien antérieur à Bazoum, mais avec de vertus démocratiques, il va rentrer de plein pied dans cette expression, n'est-ce pas, de la vie sociopolitique de son pays, et il crée dans ce parti avec Issoufou. Alors, je vous rappelle que Mohamed Bazoum était militant de gauche. Mais dans l'architecture de la France-Afrique et dans l'architecture de comment fonctionnent les oppositions dans cet espace-là, il n'avait pas de chance pour accéder au pouvoir. Parce qu'il ne faisait pas partie des groupes qui avaient des relations déjà bien organisées avec la France-Afrique. Donc, en réalité, ce sont des outsiders, comme on peut l'appeler. Ce qui est important dans cette démarche et de Bazoum et de son mentor Issoufou après, c'est que de cette position, et c'est là où nous qui sommes dans l'opposition, on doit vraiment être interpellés, de cette position extrêmement défavorable, ils ont réussi à coup de tactique et de stratégie à remonter pour s'imposer comme une valeur qui pouvait arrêter faire les affaires et être aux affaires au niveau du Niger. Vous savez, c'est Machiavel qui le disait, il y a deux éléments souvent dont on ne parle pas assez. Quand on parle de lion, c'est la force. Mais quand on parle du renard, on parle de quoi? De la ruse. Vous voyez. Alors, un pouvoir, c'est ces deux tendances-là. Être fort quand il faut, mais être rusé aussi quand il faut. Ils ont beaucoup travaillé le côté ruse, au point de pouvoir s'imposer comme la force la plus importante du Niger et permettre à ce que, justement, on puisse avoir, malgré le fait qu'il soit d'une ethnie minoritaire, mais à partir de son parti et à partir de certains accords, qu'on le veuille ou non, qui ont certainement été faits entre eux et la France, parce que vous savez, entre deux tours, le président Issoufou qui ne se présentait plus, puis chapeau à Issoufou, il a fait un troisième mandat alors que rien ne l'empêchait. Il aurait pu faire comme ça. Nul n'eût été là. Sur la Constitution, quand même. La Constitution ne prévoit pas. A violé cette Constitution. Les gens dont on applaudit même souvent sur le plateau, et ils ne sont pas gênés pour voler cette Constitution. Lui, il a dit, je ne ferai pas un troisième mandat. Les gens ne croyaient pas, il n'a pas fait de troisième mandat. Ce qui est important dans ce descriptif, c'est que entre les deux tours, Issoufou va se rendre à Paris. Et dans son avion, Mohamed Bazoum, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en compétition, ils vont faire des jours là-bas à Paris, et quand ils reviennent, et là tout le monde avait vu que ça pue quelque chose de malsain. En réalité, ce sont des arrangements et des accords qui sont en train d'être pris pour que le successeur de Issoufou soit adoubé par Paris. Et beaucoup de gens l'ont dit et l'ont exprimé. Et ce qui était complètement en contradiction avec le parcours politique de M. Bazoum, qui était beaucoup plus de gauche, marxiste, presque communiste, et qui se retrouvait en train de faire des accords de ce type avec la France métropolitaine qui continue de maintenir le Niger dans ce niveau de misère qui a été évoqué par Béni Christ. Je reste justement avec vous pour relancer la problématique justement de quelle casquette a Bazoum aujourd'hui. Est-ce que le président, fort de ce fort relent marxiste qui est pro-population, qui est pro-peuple, parce que les luttes syndicales, c'est justement pour sortir le peuple, pour représenter le peuple, est-ce qu'aujourd'hui, son accession au pouvoir n'était pas le rapprochement avec la France pour son accession au pouvoir, si tant est-il que c'est vérifié, n'est pas en quelque sorte le seul moyen qu'il a trouvé pour accéder à une position de pouvoir et mieux gérer justement le pays? C'est ce que je suis en train de démontrer. Je suis en train de démontrer qu'effectivement c'est ça. Sauf qu'une chose, c'est de réussir cette prouesse. N'est-ce pas? Pour endormir tout le monde en utilisant la ruse. Je vous ai parlé de la ruse tout à l'heure. Et quand vous êtes aux affaires maintenant, vous faites comment? Ça redevient notre seconde problématique. C'est à ce niveau que se trouve le président Bazoum aujourd'hui. Il a réussi, n'est-ce pas, de par des coups tactiques et stratégiques à arriver au pouvoir. Il est au pouvoir. Maintenant, il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Va-t-il renoncer à ce qu'il a de plus cher dans sa vie d'homme politique, c'est-à-dire le combat pour les plus démunis?
le combat pour les plus pauvres, le combat pour l'élévation du standard de vie des Nigériens, va-t-il renoncer à ça? Parce que dans les accords, peut-être qu'il avait donné des gages, n'est-ce pas, assez importants à la métropole. Excuse-moi, juste dans l'ancien langage, hein, pour que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas de métropole, que c'est de la France qu'il s'agit, et justement de monde la finance internationale. Est-ce qu'il va rester coincé dans ces accords? Ou bien maintenant, il est grand temps pour lui, d'autant plus qu'il a le pouvoir, de déclencher la seconde opération qui consiste de temps en temps, en soufflant le chaud et le froid, mais de pousser quand même à son avantage, de telle manière que son mandat ne soit pas complètement pour les Nigériens comme une véritable catastrophe. Il sera obligé de temps en temps de demander aussi un peu de liberté pour qu'il puisse implémenter au niveau de son pays des programmes qui vont dans le sens d'aider les plus pauvres, d'aider les femmes. Et il a eu un programme sur la jeune fille qui est très important et que j'ai lu. Donc il faut vraiment qu'il essaie de couper cette poêle en deux s'il veut rester plus tard au sein du peuple nigérien comme quelqu'un qui a quand même essayé, malgré les contraintes et les contradictions, n'est-ce pas, qui l'ont porté au pouvoir. Voilà. Deuxièmement, sur le plan sous-régional et sur le plan géopolitique globalement pris, effectivement, il a poussé son Parlement à voter une loi qui dit que bon, Barkhane qui était aux côtés du Mali se déporte au niveau de Niger. J'aimerais qu'on revienne, j'aimerais qu'on prenne vraiment du temps pour parler de ça. Ça, c'est le premier tour. On va revenir sur le nouveau sous-régional, s'il vous plaît. Patient, merci déjà pour cette première prise. On va rester avec l'homme déjà avant de parler du pays et de sa place dans la sous-région. Il est fait grand officier de la région d'honneur française pour son engagement dans la coopération et son amitié avec la France. Est-ce qu'aujourd'hui, le personnage de Bazoum, président du Niger, il n'est pas en quelque sorte pris entre deux feux, comme l'expliquait Passion Parfendom? Est-ce qu'il n'a pas d'un côté l'homme attaché à ses valeurs, attaché à son pays, et l'homme redevable envers peut-être ceux qui l'ont établi dans cette position de pouvoir? Alors, je crois que les deux frères ont déjà commencé à détailler l'homme. Et quand vous êtes un homme bipolaire, vous n'avez pas de position claire. C'est pas tout à fait la même chose, hein, être entre deux feux et être bipolaire. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas grave. Je sais que vous êtes journaliste et que vous choisissez bien vos mots. Donc, on parle il le fait, je sais. On parle quand même d'un président de la République. Alors, je reformule la question. Est-ce que aujourd'hui, il n'est pas entre le marteau et l'enclume, entre ce qu'il est foncièrement pro-nigérien et pro-cause de ces populations, et un sentiment de non, je vous ai bien compris. Hein. Je vous ai bien compris. Non. Vous savez, quand vous étudiez le personnage, vous comprenez que il a cédé, ou bien il s'est donné à fond pour une cause. La cause, c'était d'arriver au pouvoir à tous les prix avec l'international socialiste, c'est-à-dire le réseau français qui gouverne la plupart des États en Afrique francophone. C'était ça son objectif. Parce que quand vous regardez tout son cheminement, son parcours, vous comprenez qu'il a été moulé dans des écoles où il fallait justement qu'il devienne pro-français. Quand il quitte du Sénégal, il vient au Niger, même dans le syndicalisme, parce que vous savez, la plupart de nous avons été dans des syndicats, nous savons ce que c'est que le syndicat. Et dans le syndicat, il y a des bras, il y a des branches, il y a ceux qui sont purement durs, qui défendent la cause. Il y a ceux qui prennent le syndicat pour un instrument de chantage auprès de l'État pour avoir ce qu'ils veulent avoir. Donc nous savons que, vous savez que Bazoum a fait partie du conseil de transition, non? Bien sûr. Donc quand des gens ont été dans le conseil de transition, mais qui combattent les conseils de transition aujourd'hui, vous comprenez un peu de quoi il s'agit. Donc quand vous voyez un homme j'ai parlé de bipolaire, vous voyez un peu, un homme de cet acabit-là, vous comprenez que c'est des gens qui n'ont pas de parole. Ce n'est pas des gens qui n'ont... ils ne peuvent pas se retrouver entre le marteau et l'enclume. Non, c'est faux. Il n'est pas entre le marteau et l'enclume. Il a fait un choix et ce choix est assumé depuis longtemps. C'est des gens qui ont été fabriqués parce que Béni Christ a commencé par donner son ethnie. Son ethnie ne lui permet pas d'avoir véritablement une place politique.
Vous voyez un peu, parce que c'est quand même la plus minoritaire. Ils sont menacés. En fait, ils n'ont pas assez de place dans le champ politique du Niger. Mais il réussit quand même à se frayer un chemin. S'il a réussi à se frayer un chemin, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de compromis. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'engagement. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup... Et ça, vous savez que la logique française travaille toujours avec, soi-disant, les minorités. Soi-disant... En fait, c'est ce qu'ils mettent au devant de la scène. C'est-à-dire, vous êtes minoritaire. Ou bien, vraiment, vous n'êtes pas trop au devant de la scène. C'est là-bas qu'on va choisir pour dire... En fait, c'est un élément de captation. C'est un élément d'embrigadement. C'est un élément qui vous permet d'être esclave jusqu'à la fin de vos jours. Parce que on va vous rappeler que vous n'avez pas de fief électoral. Donc, si vous gagnez une élection, vous avez gagné parce qu'on vous a soutenu, on vous a façonné. C'est tout. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous voyez M. Bazoum, il n'est pas entre le marteau et l'enclume. Il a fait son choix dès le bas âge. Jusqu'à maintenant, il se retrouve président de la République. Donc, quand je le dis, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans notre Afrique, nous savons comment la politique française choisit ses hommes. Si ce n'est pas dans le domaine sectaire, c'est-à-dire le système ojoulatiste, c'est des minorités, on parle de tribalisme. Non, vraiment, comme on ne vous donne pas assez de place, ok, toi viens, on va te façonner et tu vas devenir le prochain leader. C'est un peu comme ça que les Français fonctionnent. En fait, c'est la stratégie Machiavel, diviser pour mieux régner. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec ce personnage qui n'est... On connaît ses positions. Peu importe. On ne dit pas que les hommes ne peuvent pas changer. Nous sommes... Tout à l'heure, j'ai lu un texte biblique qui parlait à revertir l'homme nouveau. Peut-être c'est l'homme nouveau qui est arrivé, M. Bazoum, au vu de ses positions, au vu de ses déclarations, aujourd'hui. Mais nous savons quand même qu'il a été adoubé par la France. Malgré quand ils allaient aux élections, on l'a pris dans un avion. Parfait l'a dit tout à l'heure. Ce n'était pas pour aller boire du lait ou bien manger des biscuits, non. C'était pour aller le mettre dans des conditions pour qu'il redevienne chef d'État et défendre les intérêts de la métropole, de la mère patrie. Alors, ce qui est du domaine des faits qu'on peut ressortir de votre intervention, c'est justement ce rapprochement qu'on a noté avec la France, pas seulement à la veille des élections, mais un peu plus avant, et même un rapprochement, qui dirait dire, historique. Sa tribu, on l'a dit, faisait partie de cette alliance avec le général Leclerc. On va prendre avec vous, Pépin Mikaï, merci d'être là déjà ce matin, bonjour. Alors, ça fait exactement aujourd'hui 1 an, 1 mois et 23 jours que le président Bazoum est à la tête du Niger. Mais on se souvient que le 24 et le 25 mars, il a échappé à une tentative de coup d'État. Le 2 avril plus tard, il était investi comme chef d'État. Est-ce à dire que déjà la population n'était pas véritablement derrière lui, ne l'a pas adoubé comme chef d'État? Non. Est-ce qu'on peut prendre juste ce préalable-là pour... Oui, si on s'arrête sur le succès éclatant de Bazoum à la tête de la République du Niger, il ne faut pas oublier, pour répondre à votre question, que son arrivée, comme l'a dit la plupart de mes prédécesseurs ici sur le plateau, a fait l'objet d'une stratégie à la fois de la part de sa personne, mais également d'un certain nombre d'accords tacites qui ont été préalablement passés. Il ne faut pas oublier que l'un des premiers opposants, l'un des plus populaires même d'ailleurs de Issoufou, du président Issoufou, c'était Aman Adam, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, qui malheureusement a été sorti de la scène politique, exilé à Paris, revenu à Miami. Et plus tard, on lui a collé un procès de trafic de traite d'enfants. Donc, du coup, sa popularité s'est diluée sur le juridisme, laissant place à des outsiders, comme disait Parfait tout à l'heure, qui n'étaient pas forcément dans la shortlist. Donc, lorsque le président Issoufou choisit comme dauphin, il faut le dire, même s'il n'appartenait pas à la même formation politique ou bien à la même idéologie que politique, cela grince des dents dans un premier temps dans son environnement immédiat, mais également dans un second temps dans l'espace socio-politique du Niger. Donc, sa venue à la tête de l'État n'était pas forcément la chose la mieux partagée par l'establishment local. Donc, ce qui a naturellement donné cours à une tentative de coup d'État et plus tard à un passage par force, disons ça comme ça, pour son investiture qui a été suivi par l'ensemble des présidents de la sous-région
pas l'ensemble des présidents de la France-Afrique. Parce qu'à l'époque, je me souviens, votre télévision aussi avait relayé en direct l'investiture de Mohamed Bazoum. Je me disais également que Mohamed Bazoum était déjà dans votre escarcelle. Bon, c'était une façon de blaguer un tout petit peu. Donc, pour dire que Mohamed Bazoum, son arrivée à la tête d'État du Niger n'était pas la chose la mieux partagée. Un autre élément qui pesait à sa défaveur, au-delà de sa tribu minoritaire au Niger, on lui prêtait des origines étrangères, notamment du Tchad. Donc, les Nigériens estimaient à cette époque-là, continuent à l'estimer, qu'un étranger ne peut pas être à la tête de leur pays. Donc, c'était ce qui animait et qui rendait violent le débat politique entre deux tours de l'élection de 2021. C'est ça. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur ce thème. Alors, je reste avec vous pour parler de sa formation académique même. Christelle Fanga dit que son rapprochement avec la France, ou alors Mollet dans ses idéologies, a commencé un peu plus avant même son entrée en politique. On rappelle quand même qu'il est dépositaire d'un DEA en filière philosophie, politique et morale, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Est-ce que vous pensez justement que le fait qu'il ait été formé dans une université sénégalaise aurait pu façonner son idéologie et peut-être faciliter son rapprochement à la France? Une chose est évidente. Dans l'establishment local ouest-africain, Dakar et le Sénégal jouent un rôle fondamental dans la fabrication de la nouvelle élite ouest-africaine. Donc, ce n'est pas aussi un hasard si il parvient à être parachevé au sommet de l'État. Il ne faut pas oublier que pendant la colonisation, Dakar était la capitale de l'Afrique équatoriale occidentale française. Et ce n'est pas aussi un hasard si un Sénégalais est nommé à la tête du ministère de l'Éducation dans le nouveau mandat de M. Macron. Parce qu'en réalité, les Sénégalais, en fait, je les considère, ce n'est pas moi qui le dis, de peur de heurter quelqu'un, se sont toujours considérés comme étant les intermédiaires les plus légitimes entre l'Afrique francophone et la France. Ce n'est pas un hasard. Lorsqu'on regarde l'histoire de la politique française, après Senghor, c'était la jeune Ramayad, après la jeune Ramayad, Sibine Ndiaye, aujourd'hui c'est Pape Ndiaye. Donc ça témoigne à suffire, en fait, ça nous parle du rôle que le Sénégal a toujours joué dans ses relations franco ou bien francophiles. Donc, Bazoum étant un fruit de l'université Cheikh Anta Diop, dans un pays qui se cherche et qui subit une sorte d'exploitation de ses ressources naturelles, notamment l'uranium appelé des cubes. Il était important aussi après le départ de Mamadou Tandja, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Tandja est parti parce qu'il avait voulu, après un long sommeil comateux, renégocier le prix de l'uranium dans son pays. Et ça en est suivi d'un certain nombre de stratégies de stabilisation qui ont conduit forcément à son départ au pouvoir. Donc, quel qu'en soit le cas, on parle de l'homme, mais là on attend Mamadou Bazoum. On sait qu'il a la tirée lourde, il parle vite, il parle trop même d'ailleurs. Je me souviens de son clash qu'il a eu avec la première junte militaire au pouvoir au Mali. Je me souviens également de ses déclarations hâtives après le fait que le Mali se soit retiré de Barkhane, qui a été rapidement repris par les autorités tchadiennes parce qu'ils ont énormément de troupes stationnées au Mali dans la lutte contre le terrorisme islamique. Donc, on attend certainement dans la renégociation des accords qui lient son pays avec les sociétés françaises, notamment Areva, dans l'exploitation de l'uranium au nord du Niger. En fait, s'il parvient à arriver à ce stade-là et à obtenir gain de cause avec des résultats probants, on comprendra forcément qu'il n'a rien perdu de son caractère d'international. C'est un salarié. C'est un salarié de Orano, de Areva. Areva devenu Orano depuis 2018. Allez, on va revenir avec vous, Christelle. Vous ne demandez pas quelqu'un qui va toucher un salaire tous les mois de venir faire des réformes par rapport à cette société. On espère qu'il va nous conduire. Ce n'est pas le président du Niger. S'il se balade au Niger, il est venu seulement pour assumer, pour continuer à maintenir le gâteau français au frais. C'est tout.
Restons dans le domaine des faits qui, eux, sont inaliénables et qui ne sont pas attaquables. Hein. On va rester dans ce domaine-là. Vous avez parlé de Mamadou Tandja, c'est une belle référence parce qu'ils font partie, Mohamed Bazoum et lui, de la même région d'Ifa. C'est pour dire que peut-être sa minorité ne joue pas, son caractère minoritaire ne joue peut-être pas en sa défaveur. Oui. La région de Difa, faut le dire même dans l'histoire des empires africains. Des grands empires africains, oui, bien sûr. Ça appartenait à l'empire de Sokoto, qui se retrouve aujourd'hui pour une grande partie dans le Nigeria, dans le nord-ouest du Nigeria. Avec qui ils partagent une grande frontière. Qui nous revenait à une certaine époque, à l'époque des Allemands avant le référendum de 1961. Donc, Tandja, forcément, avait réussi quelque chose. En fait, c'est un peu le commun de monter dans la plupart des pays en Afrique au sud du Sahara. Avoir l'une des plus fortes institutions de l'État, c'est souvent les institutions militaires. Donc, à son époque, le lieutenant-colonel de son grade. Voilà, il pensait que s'il essaye d'institutionnaliser son pays sous le prisme de l'institution militaire comme étant la première institution, peut-être ça pourrait lui permettre de pouvoir manœuvrer davantage, mais mal lui en a pris lorsqu'il a essayé de jeter davantage un regard introspectif sur les accords militaires économiques. Exactement. Qui existaient entre le Niger, qui était en grosse défaveur du Niger. Donc je pense que même dans les résultats, il avait obtenu la révalorisation du prix de l'uranium, mais dans l'implémentation, on lui a rappelé que forcément il était sur un terrain qui était glissant et qui n'était pas la bienvenue. Et il a glissé. Lui-même issu d'un coup d'État. Voilà. Alors, on va parler des positions actuelles du Niger dans la sous-région et particulièrement dans la zone sahélienne. Alors, je vais vous lire in extenso une déclaration de Mohamed Bazoum lorsqu'il est interrogé sur le redéploiement actif de la force Barkhane au niveau du Niger. Il dit ceci: si j'avais assez d'argent, j'achèterais plus d'hélicoptères. Mais si à côté de mes 12 000 soldats, je peux placer 400 à 700 Européens, je dois le faire. Une déclaration qui date du 25 février. Alors, on repose la question justement. Est-ce que Mohamed Bazoum ne le fait pas pour la sécurité en fait de ses populations et de son pays? Est-ce qu'il le fait forcément à cause de ses accointances, et je le rappelle encore, présumées ou avérées avec la France? Tout à l'heure, vous êtes revenu sur le départ de Mamadou Tandja du pouvoir. Ce que vous devez savoir, c'est que quand Tandja s'entête à revaloriser effectivement ce prix de l'uranium, on fait appel aux officiers de l'armée nigérienne qui étaient sortis de l'école militaire de Saint-Cyr. Et on leur donne l'ordre de l'évacuer. C'est tout. Bon, si vous voyez dans cette affaire-là, on débat souvent de ça sur ce plateau. Voilà un cas typique. C'est-à-dire que vous avez vos meilleurs éléments qui s'occupent de la sécurité de votre pays à un très haut niveau, mais ils sont formés par un tiers. Ce tiers avec qui, à un moment donné, vous voulez en découdre, en oubliant que les gars qui sont sortis de son académie militaire, Saint-Cyr en l'occurrence, qui est une académie, qui a formé beaucoup d'officiers africains, hein, surtout dans le précaré français, ce sont des gens qui répondent au doigt et à l'œil aux injonctions de leurs supérieurs, de leurs formateurs. Et c'est comme ça que Tandja est parti. Revenons. Moi, je pense que le cas de Bazoum est intéressant. Surtout pour ceux qui sont dans l'opposition, comme moi. Il est très intéressant parce que voilà quelqu'un en réalité qui partait avec beaucoup d'éléments défavorables dans son carquois. Mais qui a réussi, avec l'aide de Issoufou évidemment, à coup de manœuvre, d'être quelqu'un qui a pu prendre le pouvoir. Une chose, c'est dans l'opposition comme on l'est là, d'avoir des idées. Mais notre chose, c'est les mettre en pratique. On ne met pas en pratique vos idées quand vous êtes dans l'opposition. On les met en pratique quand vous êtes au pouvoir. C'est ça la problématique. C'est une grosse problématique qui fait que certains ont trouvé un raccourci en disant, bon, on va faire semblant d'endormir nos maîtres, de leur montrer qu'on peut être soumis, en espérant que quand nous serons aux affaires, nous allons, à travers plusieurs coups, essayer d'apporter des réformes pour le bonheur de nos populations. Ça, c'est une théorie qui existe. Le Marc Weber l'ont bien, comment dire ça, donc c'est une théorie. Une autre théorie dit que pour lutter avec ces gens-là, il n'y a que la force qui peut entendre. Donc il y a ces deux voies-là.
sur lesquels tu es obligé de tanguer. Et surtout quand tu es au pouvoir maintenant et que tu découvres notre réalité de pouvoir. Le cas de Tandja est toujours frais dans la mémoire de Bazoum. Hein? S'il tente d'aller trop vite, n'est-ce pas, dans sa démarche, il va être évacué. Donc c'est pour cela que ces gars-là marchent en réalité sur les yeux, lui précisément. Je vous rappelle que c'est un gars de gauche. Et c'est important de le rappeler. Hein. Non, c'est très important. Pas la gauche caviar. Hein? Bazoum, c'est un gars de gauche, la gauche violente même. Radical. Mais quand tout à l'heure il a parlé des syndicats, c'est très important. Je crois que l'un des points faibles de nos démocraties africaines, c'est le fait que le syndicat ne joue plus son rôle. Non, exactement. Vous ne pouvez pas avoir un corps politique fort sans des syndicats puissants pour provoquer des réformes. C'est les syndicats qui sont à la base de tout. C'est tout. Si vous n'avez pas des syndicats, même vous les journalistes, si vos syndicats ne sont pas puissants, vous serez toujours marginalisés par vos patrons. Donc, à la base, un homme politique vraiment sérieux doit commencer par l'apprentissage du syndicat. Il y a peu de syndicats, passer maintenant à l'action politique. Pourquoi? Parce que du syndicat, il sera moulé, il aura une expérience qui lui permet de bien analyser et de comprendre les faits sociaux avec lesquels il sera obligé de travailler plus tard. Mais surtout de voir les mécanismes qui peuvent lui permettre de résoudre certains conflits en interne pour pouvoir avancer et surtout de s'appuyer sur ce syndicat pour provoquer un certain type de réforme quand des forces extérieures l'en empêchent. Une sorte de modus operandi dans la formation politique. On se rappelle du syndicat d'Ofouet-Boigny avant. Il y a deux Ofouet. Hein. Oui, quand on les cite Ofouet, ou bien quand on n'est pas d'accord avec Ofouet, je rappelle toujours aux autres qu'il y a deux Ofouet. C'est ça. Le nationaliste. Le leader du syndicat des planteurs, c'était un homme incroyable. C'est-à-dire que si tu lis le Fouet là, si tu vois ses œuvres et le combat qu'il a mené, mais on ne peut qu'applaudir. C'était quelque chose de fantastique. Et le second Fouet, qui va être retourné après par Mitterrand, celui qui a réussi à retourner au Fouet, et qui va abandonner tout ce qu'il a eu comme passé, surtout de combattants pour la cause africaine, et qui va se mettre au service de la France. C'est ça qui est dommage. Dans le cas de Tandja, je pense sincèrement, de Bazoum, de Mohamed Bazoum, ce qui est important, c'est que de toute façon, Mohamed Bazoum, face à la réalité, le temps passant, est obligé de prendre son destin en main. Et je vous ai dit, dernièrement, avec la crise ukrainienne, Mohamed Bazoum a fait une déclaration. Il a dit que les Occidentaux nous prennent pour des salopards ou quoi, pour des idiots ou quoi. Comment pour un truc qui se passe en Ukraine, une seule séance de collecte de fonds, ils ont collecté, je crois, c'était 6 milliards de dollars. Alors que le G5 Sahel ne demandait que combien? 400 millions et jamais cette somme n'a été collectée. Donc Bazoum a poussé un coup de gueule, mais à ce rythme-là, on comprend arrêtez où est-ce que vous voulez nous amener. Vous voyez, de par sa position, de par ses accords signés, etc. Être capable de dire des choses de cette gravité, ça veut dire quand même que, quelque part, le lion n'a pas perdu tous ses dents. Donc je pense que c'est... c'était un lion. Oui, c'était un lion. Je vous ai dit que le pouvoir, c'est deux symboles. Le lion qui justifie la force et le renard, la ruse. Si vous ne jouez pas avec les deux tableaux, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Et le cas de Bazoum, c'est il a négocié pour arriver au pouvoir. Il a eu le pouvoir. Maintenant, étant au pouvoir, la réalité du pouvoir, comment il va faire pour gérer le pouvoir et ne pas complètement se dédier par rapport à ce qu'il a toujours été et ce qu'il continue de revendiquer comme le socle politique qui est le sien. Et c'est là où on voit que ce n'est pas du tout facile. Et c'est surtout pas du tout facile quand on a une puissance aussi. Mais il n'y a pas que la France. Tout à l'heure, quelqu'un parlait des États-Unis. Américains. Mais la base des drones qui survolent tout le Sahel, c'est à Agadir, au Niger. C'est de là qu'on pilote tous les drones que vous voyez qui sont malades au Niger. Et ces drones-là, ce n'est pas pour combattre les djihadistes seulement. Hein. Ça collecte des informations. Ça collecte beaucoup d'informations. C'est des drones armés. On va y revenir. C'est beaucoup d'informations. Merci, Passion. Donc Bazoum, il est dans son palais, il est chef d'État, mais les sabres qui passent au-dessus de sa tête, il faut le dire, sont quand même très importants. Mais ce qu'on peut le dire en tant que panafricain, c'est que si tout le monde avait réfléchi comme ça, en pensant qu'on est malin, on va jongler, on ne s'en sera jamais sorti. Ou vous serez les héritiers de Nkrumah et de Sankara, de Lumumba, ou alors
vous serez obligé... De Omniobé, hein. On se rappelle quand même qu'il a refusé le compromis. Ah oui, il a refusé le compromis. Allez. Ou alors vous serez obligé de prendre la voie de Houphouët-Boigny et la poubelle de l'histoire sera grande ouverte pour vous, président Bazoum. La question aujourd'hui, on se la pose et peut-être vous aussi qui regardez DBS ce matin, le personnage Bazoum, pour quel Niger? Telle est la problématique qui est sur la table de ce matin. Peut-être parlons et restons dans ces contraintes de pouvoir ou des négociations qui ont amené le président Bazoum au pouvoir. On rappelle quand même qu'il y a quelques mois, après le démantèlement de Barkhane au Mali, le Niger s'est volontairement proposé pour recevoir le gros du contingent Barkhane. Associé à cela, et là c'est plus récent, ça date d'hier, le chancelier allemand Olaf Scholz était en visite justement à Niamey pour parler d'accords de défense. Tout ceci, est-ce que, on rappelle, c'est la grande question d'aujourd'hui, la problématique même centrale, est-ce qu'il n'est pas pieds et poings liés, le pauvre Bazoum? Est-ce qu'il le fait de gaieté de cœur ou alors c'est une manœuvre politique afin de satisfaire d'un côté ceux qui l'ont amené au pouvoir et après d'avoir quelque peu les mains déliées pour réaliser son véritable projet politique? Vous savez, mon frère Rim, en politique, il n'y a pas, comme Parfait l'a dit tout à l'heure, la posture du lion ou du renard. Moi, je vous dirais qu'en politique, il y a deux bases, la terre et l'argent. Soit vous êtes nationaliste et vous servez les intérêts de votre patrie, soit alors vous êtes acheté et servi les intérêts de ceux qui vous ont établi au pouvoir. Il n'y a pas une frontière entre les deux. Il n'y a pas de mélange entre les deux. Soit vous servez les intérêts de votre peuple et vous êtes en contradiction totale avec le financier, le multinational, donc l'impérialisme dans son essence, ou alors vous servez carrément les intérêts de ces multinationales, de ces impérialistes, et vous faites semblant quelque peu de défendre les positions de vos pays. Non, ça n'existe pas. Voyez-vous? Mais n'est-ce pas un peu ça le jeu politique aussi, de savoir jouer de ruse et de force? La France-Afrique ou la France a toujours des terroirs pour le recrutement des futurs leaders politiques en Afrique. Vous savez que la France contrôle tout le membre de l'opposition et même dans les sérails, ils savent à peu près si ce pouvoir n'est plus là, qui ou quel genre de personne peut être là. Voilà pourquoi j'ai aimé la pertinence de votre question. Quel homme pour quel Niger? Donc il y a d'abord le type de leader et le type du pays que nous voulons bâtir demain. C'est cette problématique-là que vous avez évoquée. Voyez-vous. Donc, le Niger de demain dépendra donc de la nature de l'élite aujourd'hui, de la posture et de la vision que doit incarner cet homme. Donc, au début, Bazoum est déjà coopté par les cercles impérialistes français dans sa marche jusqu'à arriver. Quelqu'un qui est sorti de l'université de Cheikh Anta Diop devrait avoir une fleur nationaliste panafricaniste parce que Cheikh Anta Diop, avec tous les travaux qu'il nous a laissés comme héritage, nous pensons que lorsqu'on parle de lui, vous voyez ce qu'on appelle la rupture, même sur le plan de la pensée, avec la pensée impérialiste occidentale. Donc, Mohamed Bazoum est un produit de la France. Il faut qu'on se le dise. Il est fabriqué dans le sérail du pouvoir français. Je vais vous dire quelque chose. Mohamed Bazoum a occupé de hautes fonctions dans son parcours. Il a été ministre des Affaires étrangères, où il a tissé de forts réseaux à l'étranger, à l'international. Après qu'il ait fini de préparer, n'est-ce pas, tous ces cercles-là à son avantage, il a été maintenant ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. Il était 5 fois député. Ministre de l'Intérieur pendant un certain nombre d'États. Ça dit qu'il a pu tisser des relations avec les différents départements, les différents gouverneurs, les différentes régions, les différentes représentations des collectivités locales. Donc, il a un réseau. Et il était préparé pour occuper une fonction. Je vous dis qu'il s'inscrit dans la ligne d'Issoufou. Issoufou est celui qui est venu au pouvoir en rupture totale avec son prédécesseur, qui voulait mener des réformes, je vous le disais à l'entame ici, profondes, pour rétrocéder une partie des bénéfices de l'uranium au développement du Niger. Et je vous dis, avec les statistiques précises, c'est vrai que nous n'avons pas été reçus par le président Issoufou, parce que nous avons tenté, avec un livre qu'un panafricaniste, l'un des nôtres, avait écrit, le professeur Simon Yefou,
sur le terrorisme, nous avons expédié. Nous avions vraiment eu l'espoir d'être reçus parce que le frère a fait un grand développement, une grande analyse des problématiques djihadistes en Afrique. Les financements, comment ça fonctionne, comment c'est utilisé comme arme pour déstabiliser le développement de l'Afrique. Mais malheureusement, nous avons été reçus juste par le chef de cabinet du président de la République. On n'a pas pu être reçus par le président de la République. D'accord. On aurait pu en savoir davantage. Donc c'est pour te dire une chose. Ces gens-là, ils sont établis par les Français pour servir les intérêts des Français. On sait quand même que le président Issoufou, dès sa sortie de règne, a eu des positions assez tranchées contre les positions françaises et notamment l'exploitation abusive de l'uranium avec très peu de profit pour le Niger. Et c'est à ce moment-là qu'il prend Bazoum comme dauphin. Est-ce qu'on ne peut pas lire ça aussi comme... Moi, j'appelle ça la politique moboutiste. Ah, d'accord. J'ai créé un Tshisekedi, il fait le one-man show en journée contre Mobutu. La nuit, il se retrouve, il boit le champagne ensemble, il fume le cigare. Des gars, c'était bien. Hein? C'était bien, il faut l'amener. Pour qu'on sache qui est comme ça. Non, Mobutu. C'est Mobutu. C'est Mobutu d'abord. Voilà les robinets fermés. Donc il faut faire très attention à la France. La France peut te donner une certaine liberté pour juste rallier derrière toi les indécis. Ça dit que parce que la politique, c'est les ralliements. Je vais vous dire quelque chose. Tout ce qu'on appelle le président, ils ont peur d'une seule chose. L'arme fatale d'un pouvoir autoritaire, c'est lorsque le peuple se met debout. Et Sankara vous l'a démontré. Sankara dit lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Tous ceux qui sont dans les palais présidentiels ont peur du soulèvement populaire. Quand le peuple se lève et commence à revendiquer ses droits, mon ami, le pouvoir tremble. Parce qu'en réalité, le chef de l'État n'est qu'un fonctionnaire du peuple. Et si le peuple, qui est son patron, se lève, comprend que tu ne joues pas à notre faveur, mais le président tremble. Soit il fuit, soit il démissionne, soit, voyez-vous. Donc, le peuple nigérien a compris quelque chose. Quand l'armée française quittait le nord du Burkina pour aller à Kidal, au Mali, il y a une partie du peuple nigérien qui s'est levé contre le convoi français. Pendant 2 semaines, ils ont bloqué. Vous savez ce que Mohamed Bazoum a fait? Il a carrément limogé son ministre de l'Intérieur. Il a changé, il a mis au commerce. Pour arranger qui? Ceux qui ont offensé parce que la gendarmerie accompagnait les convois. Et qui a tiré donc? Parce qu'il y a eu des morts. Il y a des morts. Qui avait tiré sur la population? Soit c'est la gendarmerie nationale, soit alors c'est les troupes françaises. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais fait la lumière là-dessus. Mais c'est les troupes françaises. Voyez-vous? On ne va pas être péremptoire, Christelle Fanga. Vous êtes du domaine des faits. Non, vous êtes journaliste et vous savez que les faits sont sacrés. Les enquêtes ont conclu que c'est l'armée française. Et il y a mieux, Bazoum demande que la vérité soit faite sur cette affaire. Ok, l'enquête donc n'est pas encore bouclée. Non, l'enquête est bouclée. On a dit c'est peut-être. J'arrive avec vous. Je reviens avec vous tout à l'heure. Vous suivez, mon cher docteur. Mon cher ami, en politique, lorsque vous êtes un État responsable, vous prenez des décisions qui vont dans le sens de défendre les intérêts de votre pays. Je vais vous donner un type de figure. Regardez par exemple Assimi Goïta. Lorsque la France s'agite, le lendemain, ce sont des décisions. Ce ne sont pas des discours. Hein. Nous allons partir, le lendemain, on vous crache à l'ONU que la France nous a abandonnés en plein vol. C'est à nous maintenant de faire les choix de nos partenaires. La France s'agite un peu. Ambassadeur, dégrapissez de chez nous, partez. Ce n'est pas des histoires on raconte, non. Ce sont des décisions dont l'application change les rapports de force. Voyez-vous? C'est ça. Mais Mohamed Bazoum est en train de jouer, de souffler les chauds et les froids. C'est lui qui a dit que nous n'avons pas besoin que les armées étrangères viennent faire la guerre au Sahel. Faire la guerre au Sahel à notre place. C'est lui encore qui déclare, comme vous l'avez dit, que plus de ces 12 000 hommes, il a besoin, si on ajoute encore 500, 700 pour l'accompagner. C'est ça. Et puis pire encore, il a déclaré, j'ai toutes ces déclarations, je faisais encore la revue de ces déclarations, il a déclaré haut et fort qu'il est favorable au maintien des armées étrangères en Afrique. Merci, parce docteur. Que les Africains seuls ne peuvent pas lutter contre le djihadisme. Moi, je pensais qu'il allait plus dire qu'un pays seul ne peut pas lutter, il faut mutualiser nos forces. Mais lui dit, les Africains seuls ne pourraient pas. Comme si les Européens, ils sont déjà venus ici pour nous défendre. Je ne sais pas quelle partie de l'histoire, lui, il a dans son mémoire, qui montre que les Français sont venus ici pour défendre les intérêts des Africains. Ils sont venus pour libérer les Africains. Dès lors que
Parfum d'homme nous parle chaque jour de massacres de tirailleurs, de Charoy, où les Français voyant venir une menace prochaine, parce que nous ne sommes pas dans la prospection, hein. Nous ne sommes pas dans les projections. Les Occidentaux se projettent dans l'avenir, dans 10 ans, dans 50 ans. Ils te regardent aujourd'hui, ils disent que mais ces gars-ci, dans 10 ans, peut être un homme dangereux contre nous. Comment faire maintenant pour les tourner à être favorables à nous? Et s'ils ne réussissent pas, ils t'éliminent facilement. Mais nous, les Africains, nous ne sommes pas dans la projection. Les Bazoum, ils sont établis par la France. Ils ont quelle vision pour le Niger de demain? Alors, question justement qui se pose aujourd'hui, le temps est juge de l'histoire. Est-ce qu'on peut se permettre dès aujourd'hui, un an seulement et quelques semaines après son investiture à la législature suprême, est-ce qu'on peut se permettre de juger le bilan du président Bazoum et de dire qu'il est de tel ou de tel autre côté? Ben, écoutez, je crois que on a parlé déjà de l'homme et vous pouvez comprendre son programme politique. Vous pouvez comprendre ses ambitions. Alors, ses ambitions, peut-être, parlons-en. Il a dit dans son programme politique, avant d'arriver au pouvoir, qu'il mettrait un accent sur la sécurité et l'éducation. Il est en plein dedans. En appelant Barkhane, en appelant les armées françaises et étrangères. Non, parce que... Dites-nous donc, est-ce qu'on peut se permettre de juger justement le président Bazoum à l'orée à l'aurore même de son pouvoir, de sa prise de pouvoir? On sait que les hommes peuvent changer. Il a encore, je crois, c'est 5 ans, non? Je crois. C'est 5 ans le mandat. Oui. Donc, il peut changer. Il lui reste 4 ans au moins pour le premier. Il lui reste 4 ans encore, donc il peut changer. C'est possible. On sait, il y a des gens qui ont changé. C'est possible. Et il sera obligé de changer, je crois à ça. D'accord. Devenir un homme nouveau. Oui. De revêtir l'homme nouveau. Mais comme il est musulman, il est arabe. Non, écoutez, ce n'est pas ça le problème. Et vous voyez que c'est l'un des éléments que l'Occident utilise toujours, la religion. Donc, aujourd'hui... Il a été ministre chargé de religion. Oui, mais bien sûr, des affaires religieuses. Des affaires religieuses. Donc, Bazoum, il a été député, il a un parcours politique vraiment extraordinaire. Hein. Et c'est pour ça que, Bénécris, ton analyse était très pertinente en disant que, mais il prépare les hommes qu'ils veulent au pouvoir dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il les prépare. Donc, on commence à les mettre à des fonctions, on commence à les dire non. Remarquez bien. Dans nos États-là, vous allez retrouver qu'il y a toujours un gars là, que ce soit un opposant, hein, qui est toujours le chouchou de Paris. L'ambassadeur est toujours de France, est toujours avec lui. L'ambassadeur, il déjeune chez l'ambassadeur. Mais il n'est qu'un petit politicien, hein. Il n'est qu'un petit opposant, hein. Mais il a quand même des entrées un peu de partout. Il va à Paris, il va à New York, il va en Angleterre, il est bien reçu, on organise. Vous voyez un peu, voilà comment on le prépare. On sait que non, voilà un gars qui peut faire. Et les médias commencent à vous dire, voilà l'avenir de votre pays. Voilà l'avenir du Cameroun, voilà l'avenir du Niger, voilà l'avenir. C'est comme ça qu'on vous projette et vous commencez à vous façonner une image de lui, futur chef d'État, futur Premier ministre. On vous a déjà conditionné, on vous a déjà mis dans le système. Donc vous êtes obligé de faire avec. Donc, quand nous voyons Bazoum, nous savons que c'est une fabrication occidentale. Et quelqu'un qui est une fabrication occidentale ne peut pas vivre pour les besoins du peuple. Parce que la première des choses, aucun chef d'État nigérian ne peut arriver au pouvoir sans qu'il ne fasse les réformes de l'exploitation de l'uranium. C'est la première des choses, c'est la première des batailles. C'est par là que ça commence. Si tu veux la sécurité, si tu veux l'éducation, si tu veux la prospérité, le développement du Niger, commence par chasser d'abord Orano. Ou bien, on revoit le contrat. Et sachez que dès que vous touchez seulement le papier, où il y a le contrat de Orano, vous êtes mort. Oui. Et c'est pour ça que Bazoum fait venir les autres, parce qu'il sait que le peuple nigérien va le chasser. C'est ce qu'il faut dire. Il sait que le peuple nigérien bientôt va le chasser du pouvoir, parce que c'est pour ça qu'il fait venir Barkhane. C'est pour ça qu'il fait venir les armées étrangères, pour le protéger et non pour protéger le peuple, pour lutter contre le terrorisme. Non. Parce qu'aucune de ces armées-là n'a jamais gagné une guerre. Il faut le dire aux Africains. Les Africains ont toujours aidé la France et les Européens à s'en sortir dans toutes leurs situations difficiles. Citez-nous un seul pays que le FMI a aidé à sortir de la pauvreté.
Comment est-ce possible, ces institutions? Citez-moi un seul pays que l'OTAN a réussi à mettre en sécurité. Citez-moi un seul pays que les MINUSCO, MINUS, là, a sorti de l'insécurité. Donc, quand vous parlez de ces gens-là, donc un monsieur ne peut pas dire que la défense sera mon cheval de bataille pendant ma mandature, c'est-à-dire la protection et la sécurité. Et vous appelez les armées étrangères. Non, ce n'est pas possible. Et lui-même dit 12 000 hommes. Ok. Vous avez 12 000 hommes, n'est-ce pas, dans votre pays, 12 000 soldats. Vous n'êtes pas capable de défendre votre pays avec 12 000 hommes? Il suffit juste que vous décidez que Areva, ok, la moitié de l'exploitation d'un seul site, cet argent-là va directement pour l'armement et pour le reste. Vous devenez une puissance militaire. Il suffit de ça. Mais comme c'est des décisions qu'il ne peut pas prendre, parce qu'en réalité, c'est un... la plaventrisme, c'est-à-dire il est couché devant Paris comme ça là, il est couché devant Macron, il dit papa Macron, vraiment, je n'ai rien dit. Même, ne suis pas ce que j'ai dit à la télé là, hein. Ne suis pas le discours que j'ai fait là. Tu comprends un peu, non? Mais il faut ça aussi de temps en temps pour quand même essayer de calmer le peuple. Et Macron comprend, il dit non, je t'ai compris fils, je t'ai compris petit frère. Hein? Christophe Fanga, président Bazoum a quand même 62 ans. Hein, tu vois pas comment Macron le tapote devant les caméras. Il a quand même 62 ans. Vous ne voyez pas les images? Allez-y, chutez. Vous voyez les images, non? Sortez par là. Petit, calme-toi. Mais c'est ça. Parce que la France, le président français, parle aux autres chefs d'État d'eau en les regardant. C'est des enfants, c'est mes sous-préfets, c'est des gens que j'ai envoyés à mission, donc ils peuvent m'obéir au doigt et à l'œil. Non, je pense qu'aujourd'hui, Mamadou Issou, pardon, je parle de Mamadou Issoufou. Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum. Bazoum est un produit de la France. Il ne peut rien implémenter, sinon que de protéger Areva ou bien Orano aujourd'hui. Il ne peut que protéger les intérêts français. Et c'est pour ça que, quand on parle de coup d'État, quand Mamadou Tandja, vous croyez que qui était à la manœuvre? C'était les Bazoum. Vous savez qu'il a un côté très, très rebelle. C'est l'aile dure. Parce que c'est les ailes dures. C'est des gars qui ont été formés pour ça. Donc, quand vous les voyez arriver au pouvoir aujourd'hui, quand vous regardez la bande Issoufou, Mamadou, l'autre, Bazoum arriver au pouvoir, c'est parce que c'est l'aile dure que la France a préparée justement pour prendre le pouvoir. Donc, aujourd'hui, nous sommes convaincus que cet homme-là ne peut rien apporter aux Nigériens. Et il appelle tous ses armées parce qu'il sait que le phénomène malien va arriver au Niger. Il lui reste en tout cas 4 ans ou un peu moins pour prouver et faire démentir tous ceux qui, comme Christophe Fanga, pensent qu'il a déjà vendu le Niger aux puissances occidentales. On va parler justement des contrats d'Orano et d'Ivoirien. C'est le gisement d'uranium le plus important au monde après McArthur River au Canada. On parle également dans des zones comme Zinder, d'où il est originaire également, et Difa, des gisements de pétrole découverts. Est-ce que vous pensez justement que le Niger, avec toutes ses richesses, peut se développer sous l'ère Bazoum? Non, il faut comprendre que la notion de développement a toujours été polysémique, en fonction des peuples, en fonction des cultures, en fonction des aires géographiques. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on essaye de faire comprendre, donner une définition fixe à la notion de développement. Je pense que c'était dans le livre des aventures ambiguës de Cheikh Hamidou Kane qui disait que chez nous, le développement est une fonction d'équilibre. Chez vous, il est une fonction de masse. C'est-à-dire, pour nous, on perçoit le développement comme étant une approche selon laquelle si je peux être capable de m'offrir 3 repas par jour conçus de couscous et de sauce gombo, je peux estimer que je suis développé. Parce que j'ai pu satisfaire un besoin vital. Donc il faudrait qu'on le comprenne que la notion de développement est polysémique. Elle ne s'applique pas partout de la même manière. Malheureusement, on perçoit cette notion comme étant une course à la richesse. Mais une richesse ne confère pas toujours un développement. La preuve, la plupart des pays africains sont immensément riches en termes de ressources naturelles. Il ne faut pas oublier de le dire. Une ressource n'est une ressource que c'est une valeur marchande. Ça veut dire que vous avez beau avoir de l'or sur votre sol, s'il n'est pas extrait de ce sous-sol-là et posé sur une table commerciale, il ne représente rien. Il en est de même du bois, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de concepts qui s'entourent sur la valorisation d'une ressource.
parmi lesquels la ressource humaine. Laquelle passe peut-être par une volonté politique. Et c'est ça la question, puisqu'il est au pouvoir, il est en poste maintenant. Est-ce qu'il peut impulser justement cette dynamique de développement? On revient, parce que vous savez, c'est pas un hasard. Et Parfait l'a mentionné dans son premier exposé tout à l'heure. C'est pas un hasard si Bazoum a mis l'accent sur deux éléments, la sécurité et l'éducation. On sait bien évidemment qu'on ne peut pas développer un pays si on n'a pas une élite formée avec un contexte de maîtrise des questions environnementales. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que l'éducation doit être une question environnementale. Il faudrait que les Africains sortent du mimétisme, d'avoir des diplômes, des certificats qui confèrent une connaissance tout azimut du monde entier. C'est impossible. On ne peut pas avoir, on doit accepter avoir des connaissances limitées, mais accepter avoir des connaissances pratiques sur un certain nombre de secteurs. Par exemple, moi, je suis un gars de la forêt. J'aurais préféré qu'on ait un bac qui soit un bac circonstanciel, qui reflète les us et les coutumes, l'environnement de mon milieu de vie. Donc, en fonction de chaque milieu de vie, on peut avoir des certifications qui répondent aux besoins de l'environnement. Donc, ça veut dire que si Bazoum, pour revenir à la question que vous avez posée, si Bazoum met l'accent sur l'éducation, il est conscient du fait que le Niger accuse un retard considérable par rapport aux questions de développement. Il ne faut pas oublier que le Niger fait partie des pays les plus pauvres au monde, présentement, avec un indice de développement humain qui est largement en deçà de plus de 0,75, parce que c'est un indice qui va de 0 à 1. Donc, quand vous regardez un pays comme le Niger, nous sommes pratiquement à 0,7, 0,8. Donc, ça indique le degré de paupérisation qui existe dans ce pays-là. Mais également du fait que on ne peut pas développer un pays si on ne met pas l'accent sur la sécurité. Forcément. Bon, on dit un État est régi par l'ordre. Sans ordre, l'État n'existe pas. Nous sommes dans la marginalité. Mais parallèlement aux richesses que vous avez évoquées dans votre relance, il faut dire que la région du Sahel, parce que les gens ont l'habitude de parler de cette région, le Sahel, c'est 9 millions de kilomètres carrés de superficie. Quand même. Dans la plupart de cette zone-là, c'est une mer qui s'est retirée pour laisser place à cette topographie actuelle. Et si on essaie de voir, d'interroger un peu la formation pédologique, la sédimentation et autres, on se rend compte que c'est une région qui est immensement riche. Riche du sous-sol et riche de son potentiel naturel. Quand Olaf Scholz fait sa tournée, il fait une station, un halt au Niger, c'est pas un hasard. On se pose la question, justement. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard, pourquoi? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on parle de plus en plus des énergies renouvelables. Et la société civile allemande est tournée vers ça, c'est-à-dire peu d'uranium, plus des recherches de solutions dans la production énergétique en s'appuyant sur l'environnement. L'éolienne, le solaire, la biomasse. On essaie de trouver des solutions alternatives pour éviter d'être dans le tout uranium. Même si l'énergie produite par les centrales nucléaires est favorable à la production, au développement de l'industrie. Parce qu'il faut également le mentionner. Mais lorsqu'il fait, ce n'est pas forcément une approche militaire, mais c'est dans l'optique de rechercher les solutions alternatives pour être capable de pouvoir alimenter l'industrie allemande qui veut se détourner. On rappelle quand même que Olaf Scholz, ou alors avant lui, la chancelière, avait annoncé le retrait des troupes allemandes de la force Takuba, et pourtant Olaf Scholz dit qu'il va ajouter des troupes à l'amunissement. Non, il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle de sécurité, on parle d'avantages économiques. On parle d'avantages prospectifs. Mais ce qui peut nous réunir, ça peut être la sécurité. C'est ce qu'on présente au grand public et aux journalistes. La plus grande chose, s'il vous plaît, la plus grande chose à dire, c'est que tout ce qui est géostratégique dans la vision occidentale du monde répond à un seul besoin économique. Économique, tout simplement. Donc, je voulais évoquer par exemple la production de l'énergie solaire. Et le Niger peut être une très grande base pour pouvoir alimenter plusieurs pays en Europe à partir du désert du Sahara. Exactement. Qui produit permanemment des kilojoules incessants d'énergie solaire. Donc, le Niger ne peut s'en sortir aujourd'hui si elle est capable d'exploiter sa position géostratégique. C'est vrai que c'est un pays qui est enclavé, mais qui a eu un fort potentiel en termes de ressources naturelles et en termes de position géostratégique, parce que le Niger, c'est la frontière entre l'Afrique maghrébine et l'Afrique au sud du Sahara. Donc c'est un pays qui compte sur le plan géostratégique. Et c'est un pays qui est incontournable dans la résolution d'un certain nombre
de conflit. Donc, il est important pour Bazoum de pouvoir prendre conscience de tous ces enjeux-là, de former les jeunes Nigériens dans l'optique de venir commencer la prospective d'exploitation de leurs ressources naturelles. Parce qu'en réalité, les ressources naturelles ont besoin d'un marché. Le marché peut être local, si on a un PIB important, mais le marché peut également être éloigné. Mais dans le concept du capitalisme, ce que nous dénonçons en Afrique, c'est la duperie lorsque les pays africains accèdent au marché international. Vous voyez que même les accords de l'OMC ne nous garantissent pas un retour sur investissement par rapport à tout ce que nous vendons sur ce marché-là. Donc c'est là qu'il faut frapper. Parce qu'en réalité, sans argent, on ne peut pas financer l'éducation. Sans argent, le Niger ne peut pas sortir de cette dernière place. Ou alors parmi les dernières places des pays les moins avancés du continent. Ça, c'est leur classement. Hein. Non, ça, en fait... ça, c'est les statistiques des Blancs. On s'appuie sur ce qui est vrai sans argent, il ne peut même pas c'est ce qui est donné, justement. C'est ce qui est donné. C'est 12 000 hommes là dont il parle. Et puisque la sécurité fait partie des maillons essentiels de son programme, il ne peut pas les entretenir. Voilà. Parce qu'ils ne vont pas rester éternellement à camper au désert dans l'optique de protéger le pouvoir de Bazoum. À un moment, ils vont craquer. Et être récompensés en bon sentiment. Voilà, il faudrait qu'ils aient des mesures d'accompagnement pour que... En fait, nous sommes un peu dans un patriotisme acheté ou dans un patriotisme entretenu. Si le patriotisme n'est pas entretenu, on ne peut pas arriver au résultat escompté. Merci Pépin Bikaï qui fait justement des projections futures sur comment est-ce que Bazoum pourrait s'en sortir. Il ferait peut-être bien de regarder DBS ce matin et vous aussi. Il est très exactement 9h20 à... Que tout le monde ne lui est pas violent. En plus. Il est 9h20 à Niamey où vous nous regardez peut-être à travers l'Afrique aussi. Vous faites bien. Le programme c'est du lundi à vendredi entre 7h et 9h30. On va sortir justement de cette grande question aujourd'hui qui faisait un point sur le président Bazoum. Un an seulement après son investiture, on a rappelé les 30 et 31 mars avant qu'il ne soit installé dans ses nouvelles fonctions. Il a échappé à une tentative de coup d'État. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ça peut se reproduire et peut-être avec un peu plus de chance pour les putschistes cette fois-ci? C'est possible, tout est dans l'ordre de possible. Hein. Surtout que nous sommes dans un espace, dans un pays où la pauvreté s'installe quasiment de manière endémique malgré toutes... des possibilités qui ont été évoquées sur votre plateau pour pouvoir sortir le peuple de la misère. Donc c'est pour ça que je dis que Bazoum, c'est le fruit de quelqu'un qui est à la fin de son analyse s'est rendu compte qu'il est faible. Et il a utilisé des mécanismes, pas de force, mais de ruse pour arriver au pouvoir. Maintenant, une chose c'est d'arriver au pouvoir, une autre chose c'est à partir de cette posture d'être quelqu'un qui est au pouvoir, de travailler justement pour répondre aux besoins de la population. Et c'est là qu'il y a le hic. Et c'est à ce moment-là que je dis, par exemple, la visite de Olaf Scholz, ça n'a rien à voir avec on veut aider le Niger. C'est une question d'ordre géopolitique. C'est le Mali qui se détourne de l'Occident. Comprenez maintenant de manière radicale que la guerre qui se passe dans le monde aujourd'hui, elle a pour objectif, est-ce que l'Occident va maintenir sa suprématie sur le monde ou bien elle va perdre sa suprématie au profit d'autres. Voilà ce qu'on appelle le monde multipolaire. C'est de ça qu'il s'agit. Or, quelqu'un comme Olaf Scholz, et c'est ça qui est bizarre, quand vous voyez ces décisions même par rapport à la Russie, où il prend un certain nombre de décisions de sanctions, sachant, BMW vient de nous dire, que s'il tente de continuer à appliquer les sanctions au niveau du gaz, ils vont fermer boutique. Non, ils vont fermer. Ils vont perdre les premières puissances européennes. Tous les analystes du monde se posent la question comment les élites occidentales peuvent être aussi comme ça à genoux devant les intérêts américains au point de se faire harakiri eux-mêmes économiquement. Donc Olaf Scholz n'est pas venu voir Bazoum parce que pour les beaux yeux de Bazoum, ils sont dans une logique n'est-ce pas, vraiment assez parce qu'ils voient ce qui se passe en Afrique et ils ont peur. Bazoum aujourd'hui, le président Bazoum aujourd'hui, excusez-moi, je pense qu'il a beaucoup plus de marge de manœuvre qu'il avait au moment de prendre le pouvoir. Parce qu'entre temps, le monde a changé. Le monde est en train de changer. Donc, il est plus qualifié aujourd'hui. Il va suivre tes conseils parfaits. Christelle Fonga. Vous devrez vous-même revêtir la personnalité. Vous-même, vous devrez revêtir la personnalité nouvelle, Christelle Fonga. C'est important, impératif que vous-même vous revêtiez cette personnalité. Il est plus à même aujourd'hui. Il est plus à même aujourd'hui. Fonga, s'il te plaît. Il est plus à même aujourd'hui, n'est-ce pas, de demander encore un peu plus.
Ne serait-ce que la question de l'uranium là. Vous savez que si, là, la main, d'ici midi, la France dit que bon, elle se désengage de l'exploitation d'uranium du Niger. Avant 13h, vous allez avoir notre candidat. Il y a, et mieux disant, il y a une liste d'attente, bien sûr. Mais il y a des gens qui n'attendent que ça. Oui. Vous voyez, mais la guerre même de Mali, parce qu'on sait que bon, plus comment dire ça, les mines d'uranium du Niger s'appauvrissent, on va attaquer le Mali. Le Mali, bien sûr. Qui a des quantités non négligeables. Vous voyez, donc c'est ça qui est important. Donc, c'est parce que quand je vous parle de l'unité politique de notre continent, c'est que je vois toutes ces contraintes-là, ces difficultés. Tout à l'heure, on a parlé de la capacité de financer les armées. Et il va prendre l'argent là-haut. La France est assise sur notre argent. Tu demandes des crédits, il dit qu'il n'y a pas. Ou bien quand il y a, il te donne de menus frétins. C'est ça. Quand je vous parle de l'unité politique du continent, c'est que ça va nous aider de négocier face à ces gars en position de force. On donne notre argent. On a notre politique économique, notre politique culturelle, notre politique sociale, etc. On dit voici nos priorités. Si vous voulez négocier avec nous, alliez-vous sur nos priorités. Si vous êtes incapable de vous allier sur nos priorités, dégagez. Le Botswana, on en parle souvent sur nos plateaux. Et très peu même d'ailleurs. Que fait le Botswana? Est-ce qu'ils ont fait la magie? Ils ont misé uniquement sur le diamant et ils se sont... Uniquement le diamant. Il n'y a même pas que le diamant. Il y a aussi la préservation de leurs ressources phoniques. Oui, il y a plus d'animaux au Botswana que d'êtres humains. Mais oui, ils se sont développés uniquement à partir du diamant. Ils ont fait comment? Ils ont fait venir les experts. On te signe un contrat 5 ans. Mais quand tu es là comme ça, Fanga est là. On le colle Bénécris derrière, on dit apprends. C'est ça. Après, ils ont changé. Après, à la fin du contrat de Fanga, on pose la question à Bénécis. Est-ce que tu peux? Il dit que je n'ai pas encore totalement. On te donne encore 5 ans. Et au bout de 10 ans, Bénécis, il est apte, c'est fini. Et ils ont formé comme ça. On n'a pas d'éducation. Le Cameroun se projette dans l'exploitation minière pour les années à venir. Moi, je vois les programmes et je vois les recrutements au niveau de la fonction publique. Tu ne vois rien, les techniciens en génie mine. Les ingénieurs en génie mine, tu ne vois personne. Donc les Chinois vont venir avec dans leur bateau, tous les travailleurs et nous. Mais c'est quoi cette affaire-là? Travailler dans les mines. Donc je pense que le président Bazoum, aujourd'hui plus qu'hier, il est en position favorable pour être capable de demander un peu plus. Parce que en fait, il doit demander. Je veux dire que sa nature, c'est quelqu'un qui a pensé qu'on peut jongler. Et jongler, et continue de jongler, faire surfer entre deux vagues. Maintenant, il est face à une réalité qui veut que le peuple nigérien demande aussi avoir un peu de soleil. Si il ne rentre pas dans cette direction-là, et là, Fanga a raison, je peux vous le dire, il y aura des mouvements. Merci. Qui vont le balayer. Et surtout, il faut aussi qu'ils tiennent compte, de l'environnement dans lequel les Africains sont en train d'évoluer aujourd'hui. Les Africains sont de plus en plus demandeurs, ils sont exigeants par rapport à la question de leur souveraineté. Exactement. Il faut qu'on en tienne compte et je pense qu'il est assez intelligent pour comprendre qu'il peut faire mieux. C'est un enseignant en plus. Voilà. De philosophie, vous avez de philosophie. Alors, vous parliez de cette mouvance révolutionnaire qui touche les pays africains aujourd'hui avec des leaders charismatiques qui portent les idéologies pour leur population. Justement, il a entouré de 2 pays en particulier qui ont porté à leur tête, via des revendications et révolutions populaires, des leaders charismatiques, Assimi Goïta et le Burkina à côté. Est-ce que vous pensez que la fièvre révolutionnaire de ses voisins peut impacter le Niger? Oui et non. D'accord. Vous avez 2 minutes. 2 minutes. Oui. Au cas où le président Bazoum ne tient pas compte de la mutation géostratégique actuelle. Qui s'opère dans le Sahel. Et dont le Sahel est d'ailleurs les centres névralgiques. Parce que le Sahel va impulser une autre dynamique dans l'histoire africaine dans les 10 ans à venir. Il faut regarder ce qui se passe là-bas. Bon, maintenant, savez-vous que l'exploitation de l'uranium cause d'énormes dégâts à l'environnement et donc, indirectement, directement, affecte à la population locale. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la France est en train d'enterrer encore les dégâts causés par son exploitation de l'uranium nigérien sur la population nigérienne. Voilà pourquoi il y a déjà des soubresauts. Les populations s'élèvent. Pourquoi les populations s'est levées la dernière fois pour empêcher le convoi militaire français de traverser par son territoire? À cause de ce que arrive aujourd'hui au Renault est en train de leur faire subir. Que l'État nigérien, malheureusement, veille à ce que ces scandales ne soient pas connus du monde entier. Donc, si Mohamed Bazoum ne tient pas compte de ça, eh bien demain, il va être balayé comme les autres l'ont été et une révolution populaire va susciter une élite militaire
qui va prendre le pouvoir pour pouvoir, n'est-ce pas, lutter de manière efficace contre le djihadisme, mais surtout permettre au Niger de bénéficier quand même de l'exploitation de l'uranium et d'autres ressources de leur pays. Parce que le Niger est un pays tellement enclavé, pauvre, dans le Sahel, ils n'ont pas accès à l'eau. Les poissons au Niger, c'est un denrée de luxe. Les poissons qui n'ont pas l'eau. Voyez-vous? Donc, c'est énorme comme enjeu. Et nous ne pouvons pas avoir des chefs d'État qui sont là, qui voient bien les besoins de leur peuple et qui ont le moyen, les potentialités énormes pour y faire face, pour répondre de manière efficace et assurer le développement de leur peuple, mais qui sont là en train de tourner avec les discours, les petits mots, sans rien faire de manière concrète. Non, il faut arrêter avec les paroles. Il faut que cette indignation puisse être transformée en action. Et l'action doit refléter une vision claire de l'Afrique dont nous avons besoin. Christelle Fanga, le président Bazoum, il a encore un peu moins de 4 ans à la tête du Niger. Va-t-il finir son mandat? Ben, moi, je vous dis qu'il ne va pas finir son mandat. C'est le journaliste ou le prophète qui parle? Mais non, je n'ai pas besoin des deux titres. Je parle en tant qu'Africain. Il ne va pas finir son mandat. Et c'est clair. C'est pour ça qu'il demande le secours. Parce qu'il sait déjà ce qui est en train de se passer chez lui au Niger. Un peuple ne peut pas subir le martyre comme actuellement ce peuple nigérien. Et vous passez votre temps à juste monter et descendre, à prendre les instructions toujours de Paris. Parce que la vérité, c'est que ce qui se passe au Mali va l'impacter directement. Les populations sont tous d'accord qu'aujourd'hui, il faut de nouveaux hommes dans nos États, surtout dans les États du Sahel. Vous avez vu Sissoko Embalo a échappé. Vous avez vu, il y a eu une vague. Mali, Burkina Faso, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, et ça a raté à Guinée-Bissau. Donc, vous voyez qu'il y a le mouvement. Il y a un mouvement. Pourquoi? Parce que l'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est plus l'Afrique des grosses têtes. C'est l'Afrique des peuples. C'est les peuples qui décident des mouvements aujourd'hui. Et je vous rappelle toujours une chose, parce qu'il y a des gens qui ont voulu dissocier militaire et peuple. Mais mon frère, quand le militaire va au marché, est-ce qu'il achète de la tomate moins chère par rapport à mon ami Bikaï? C'est le même prix. Donc, ils sont dans les mêmes conditions que le citoyen lambda qui n'est pas entré. Donc, les conditions aujourd'hui de nos États, aujourd'hui, c'est que la vie est devenue chère et incroyable. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de l'éducation. Monsieur Bazoum parle de l'éducation et la défense. Vous avez quoi? Vous basez sur quel levier? Quelle éducation? Qu'on continue à réciter les livres français? Pourquoi on continue à réciter les stratégies, les Socrates, les Rousseau, les machins? Non! Je pense qu'aujourd'hui, ici, il y a des réformes à faire. C'est des réformes profondes. Et la première réforme pour le Niger, par exemple, c'est de rompre carrément le contrat Orano. Ok. Première des choses, je crois que c'est extrêmement important. Deuxième des choses, c'est de convoquer le peuple, parce qu'aujourd'hui, le peuple a besoin d'être rassuré. Parce que le peuple nigérian n'est pas rassuré. Quand même, ce peuple, ça fait quand même 50 ans qu'ils sont dans le toc-toc. Vous connaissez ce que veut dire toc-toc? Ça fait 50 ans qu'ils sont dedans. Ça fait... Mais ils sont... leurs femmes se baladent avec les paniers sur la tête tout au long de la journée. Mais on en a marre de ça. On a besoin aussi. Mais Bikaï, quand vous nous dites que le développement, c'est manger 3 fois par jour, c'est pas seulement ça. On a aussi besoin des bonnes écoles longues. Non, on a besoin aussi des écoles longues. On a besoin aussi des hôpitaux, non? On a besoin aussi de... Non. Et la Grande Royale. On a besoin aussi des hôpitaux. On va sortir par là. On a besoin des écoles longues. On a besoin des routes, non? On a besoin... Comment est-ce possible que même le village le plus proche de Orano n'est pas électrifié? Le paradoxe du pays organisateur. Merci Christelle Fanga, on l'a compris en 30 secondes, Bikaï. Oui, le dernier mot. Je pense que davantage la prise de conscience, elle est en route. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il faut y mettre de la méthode. La rupture radicale dans un monde imbriqué, dans un monde mondialisé, n'est pas la chose à mieux partager parce qu'en réalité aujourd'hui, les intérêts sont assez complémentaires, qu'on soit du nord ou du sud. Mais ce qui est important dans ce Conseil des Nations-là, c'est que les Africains prennent conscience du fait